Aujourd'hui, le ministère de la Justice est fier d'annoncer de nouveaux développements dans notre enquête en cours sur Ryan James Wedding. Il figure actuellement sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Il dirige l'une des organisations de trafic de drogue les plus prolifiques et violentes au monde. Ryan Wedding. Ce snowboarder canadien des Jeux Olympiques de 2002 est aujourd'hui l'un des hommes les plus recherchés au monde, accusé de diriger un empire international de la drogue valant des milliards de dollars. Et dans une escalade choquante, il est accusé d'avoir orchestré le meurtre d'un témoin fédéral qui a été abattu dans un restaurant colombien. C'est choquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment un athlète a-t-il pu organiser une opération criminelle d'une telle ampleur et brutalité? Qu'est-ce qu'il faut pour traduire en justice un fugitif de cette envergure? Nous analyserons tout avec Eric Fatis, avocat pénaliste et ex-procureur. Bienvenue dans Sidebar par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Vous connaissez peut-être son visage grâce à la gloire olympique, mais aujourd'hui, le FBI surnomme Ryan Wedding le Pablo Escobar moderne. Un nouvel acte d'accusation dans le district central de Californie révèle que l'ancien snowboarder canadien, ex-représentant de son pays, est accusé de diriger un empire mondial de la drogue valant des milliards. Les autorités américaines affirment qu'il est le plus grand distributeur de cocaïne au Canada, inondant les États-Unis chaque année avec suffisamment de stupéfiants pour égaler le poids de 40 voitures. Présentée par le département de la justice, cette histoire devient encore plus sinistre. Inculpé, Wedding est désormais accusé d'avoir organisé le meurtre d'un témoin fédéral appelé à témoigner contre lui. Le FBI affirme que ce témoin a été abattu dans un restaurant en Colombie. Le département d'État a fixé la récompense pour sa capture à 15 millions de dollars, le désignant comme l'un des fugitifs les plus dangereux au monde. La question est donc, si ces allégations sont vraies, comment un Olympien a-t-il pu devenir un baron de la drogue présumé? Que révèle son inculpation choquante sur la nature brutale et l'étendue de cette prétendue organisation criminelle? Je veux relier les points ici. Comprenez, c'est choquant qu'un athlète prometteur soit devenu l'un des hommes les plus recherchés au monde. Tout commence en 2002 à Salt Lake City avec un jeune snowboarder canadien, Ryan Wedding. Il n'avait que 20 ans et il a représenté son pays dans le slalom géant parallèle. Il n'a pas remporté de médaille, il a terminé 24e, mais il était un Olympien. Après la fin de sa carrière sportive, les choses auraient alors pris une tournure sombre. Parce que, en 2008, les dossiers judiciaires montrent qu'il a été arrêté en Californie pour avoir tenté d'acheter de la cocaïne à un agent du gouvernement américain lors d'une opération d'infiltration. Condamné en 2010, il purge environ 3 ans dans une prison américaine. Après sa libération et son retour au Canada, les autorités disent que ses opérations explosent. Un reportage de CBC en 2015 indique que la Gendarmerie royale du Canada l'inculpe à Montréal pour son implication dans un vaste réseau de trafic de cocaïne. C'est le moment critique. Il ne reste pas pour affronter les conséquences. Les procureurs pensent qu'il s'enfuit au Mexique. Depuis 10 ans, il est en cavale. Selon eux, il est accusé d'avoir construit son empire à distance. Et je dois vous dire à quel point cet empire serait devenu impressionnant. Depuis sa base au Mexique, les autorités affirment que Wedding a commencé à superviser une machine transnationale avec un second nommé Andrew Clark. Il est accusé de travailler directement avec le cartel de Sinaloa, l'une des organisations criminelles les plus puissantes et violentes au monde. La cocaïne provenait de laboratoires en Colombie. L'itinéraire passait par le Mexique, traversait la frontière américaine et arrivait dans le sud de la Californie, à Los Angeles et dans les comtés environnants. Il serait devenu son centre logistique où la drogue était stockée avant d'être expédiée vers le nord par un réseau de transport basé au Canada utilisant des semi-remorques longue distance. Il s'agirait d'une véritable organisation, une organisation complexe. Et les chiffres sont presque incompréhensibles. Les procureurs fédéraux affirment que son organisation était responsable de l'importation de 60 tonnes de cocaïne aux États-Unis chaque année. Pour donner une idée, cela équivaut au poids d'environ 40 voitures d'un standard. Mais selon les autorités, déplacer une telle quantité de marchandises nécessite un contrôle absolu. Et c'est là que la violence présumée entre en jeu. L'acte d'accusation expose un schéma de meurtres brutaux qui était utilisé pour régler des comptes et imposer la discipline. C'est leur version des faits, c'est ce que l'accusation va alléguer si ce dossier va jusqu'au procès. Et dans un cas, il est accusé d'avoir ordonné un contrat sur un répartiteur de camions canadien
qu'il pensait lui avoir volé une cargaison de 300 kilos. En novembre 2023, en Ontario, des assassins seraient entrés par erreur dans la mauvaise maison, tuant 2 innocents et blessant grièvement un troisième, pensant à tort cibler la famille du répartiteur. La violence a continué. Il est aussi accusé d'avoir commandité un meurtre en mai 2024 pour une dette de drogue. De plus, un meurtre commis le 1er avril 2024 en Ontario par Clark et un complice nommé Malik Cunningham. Ceci est une autre allégation. L'affaire qui a placé Wedding sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI en mars 2025 était déjà énorme. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qui a transformé cette affaire de drogue en quelque chose digne d'un thriller. D'accord, Tin? Après la publication de son acte d'accusation, un témoin fédéral devait témoigner contre lui. Et en janvier 2025, ce témoin a été retrouvé dans un restaurant à Medellín en Colombie. Un homme armé serait apparemment entré et lui aurait tiré 5 balles dans la tête selon les autorités américaines. Ryan Wedding a commandité ce meurtre, offrant 5 millions de dollars pour la tête du témoin. Avec Chapman qui a payé pour qu'une photo de l'homme soit publiée en ligne sur un site internet afin d'aider à le retrouver. Cette opération sophistiquée impliquait l'utilisation d'un outil d'interception à 18 500 dollars pour traquer le témoin, ainsi que le recours à un photographe pour documenter le cadavre comme preuve. Donc cet acte a conduit à l'escalade dramatique de cette semaine. La récompense pour la capture de Wedding a été portée à 15 millions de dollars. Et lors de l'opération Giant Slalom, 10 de ses associés présumés ont été arrêtés lors d'une opération internationale coordonnée, avec 18 autres accusés identifiés. Ce groupe comptait un avocat canadien, un musicien de reggaeton et l'opérateur du site web mentionné plus tôt. De plus, vous comptez quelques blanchisseurs d'argent présumés clés, dont le joueur de poker professionnel Roland Sokolowski, Bianca Canastillo Madre, et un nouvel acte d'accusation tentaculaire a été dévoilé, accusant directement Wedding du meurtre de ce témoin. L'ampleur financière est stupéfiante car l'acte d'accusation affirme que Wedding a transféré plus de 207 millions via un portefeuille Tether, en utilisant un système de blanchiment sophistiqué pour dissimuler à nouveau ce que l'on suppose être des milliards de dollars de profit. La chasse à l'homme est désormais plus intense que jamais. L'ancien Olympien surnommé Géant et LGF serait caché au Mexique, protégé par le cartel avec lequel il collabore. C'est l'allégation. Il mesure 1,90 m. Un vrai géant, en effet. Et le FBI pense que sa taille et sa notoriété le rendent difficile à cacher. C'est un homme qui a échappé à la capture pendant 10 ans, prouvant sa puissance et son insaisissabilité. Si ces allégations sont vraies, ce prétendu baron de la drogue. Alors, comment fonctionne réellement une opération d'une telle ampleur et brutalité? Quels sont les véritables défis juridiques pour traduire en justice un fugitif d'une telle envergure? Si ces allégations sont vraies, comment géreront-ils cela? Vont-ils attraper Wedding? C'est une grande question. Pour clarifier tout cela, je voudrais inviter l'avocat de la défense pénale et ancien procureur pour crimes graves, Éric Fadis. Éric, merci beaucoup d'être avec nous. Je dois dire que, même après avoir exposé tout cela, je suis encore sous le choc de ces allégations. Je veux dire, j'ai déjà entendu parler d'opérations de drogue, j'ai entendu parler de cartels, mais je n'ai jamais entendu parler d'un civil, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était un ancien Olympien accusé d'avoir fait quelque chose comme ça. Tu vois cette progression supposée, cette chronologie. C'est, je veux dire, juste ta réaction à quelque chose comme ça. Oh là là, vraiment inattendu. Beaucoup de monde. C'est la dernière personne qu'ils imaginaient mêlée à de telles accusations. Tu vois, selon les rapports, Kash Patel, directeur du FBI, compare Ryan Wedding à Chapo Guzman et Pablo Escobar des temps modernes. Et c'est tellement loin de l'image que le public avait de lui, celle d'un ancien snowboarder olympique. Et d'après ce que je comprends, vous avez déjà poursuivi des trafiquants de drogue de haut niveau par le passé. Quand on entend parler de l'opération, il y a un élément d'une telle complexité. Il y a toutes ces pièces mobiles. C'était une véritable organisation. Étiez-vous surpris que, si les allégations sont vraies, il ait pu opérer dans ce domaine pendant si longtemps? D'ailleurs, il n'a pas encore été capturé. Eh bien, Jesse, sans aucun doute, si les allégations sont vraies, il s'agit d'un réseau de trafic de drogue complexe, sophistiqué et multinational, dont Ryan Wedding était à la tête. Et tu as raison, tu sais, il y a tellement de témoins. Si tu regardes l'acte d'accusation lui-même, il y a tellement de personnes qui y sont mentionnées. Tous ces témoins fournissent
différents incidents présumés qui couvrent plusieurs pays ici. Et donc, cela va être une tâche énorme pour le gouvernement fédéral d'essayer de traduire ces personnes en justice. En supposant que ces allégations soient vraies, Comment mène-t-il une telle affaire? Quand on parle de plusieurs personnes inculpées dans différentes parties de cette opération présumée, cela semble, encore une fois, être une tâche énorme. Quel est le but d'une inculpation comme celle-ci? Comment les procureurs la structurent-ils? Vont-ils conclure des accords pour obtenir de Ryan Wedding des infos sur sa localisation? Comment cela fonctionne-t-il? n'est-ce pas, Jesse? Donc, je suis sûr que pendant la phase d'enquête, il y a eu des choses comme des écoutes téléphoniques, des informateurs confidentiels et ce genre de choses. Et puis, lorsqu'il s'agit de la poursuite, c'est tellement complexe. Il y a tellement d'éléments en mouvement. Il ne suffit pas de les appréhender, d'autant qu'il sera difficile de les trouver, car ils se cachent et utilisent sûrement des pseudonymes. Ils pourraient être adoptés même de fausses apparences. Il faut organiser ses affaires, préparer ses témoins et les faire comparaître. Je suis sûr qu'ils vont arrêter certains des subalternes, essayer de les transformer en témoins coopérants pour le gouvernement contre Ryan Wedding. Mais rassembler tout cela et faire en sorte que ça se passe en Amérique va être difficile. En considérant que toutes ces personnes sont réparties dans plusieurs pays, le Canada, l'Amérique, le Mexique et d'autres. Qu'as-tu pensé de l'accusation fédérale de meurtre, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement du trafic de drogue, il est aussi accusé de violences présumées, dont l'ordre d'assassinat, notamment celui d'un témoin fédéral. C'est ça? J'imagine que c'est courant de voir ce niveau de violence quand on parle d'une opération de trafic de drogue. C'est tout de même choquant de croire ces allégations, sachant qu'un ancien Olympien dirige tout cela. Mais quand on parle de la structure de paiement, de la reconnaissance des lieux, des photographies, je veux dire, l'idée de publier sur ce site canadien. Tu sais, les sales nouvelles, publier des photos, traquer et utiliser la technologie pour retrouver le témoin. C'est audacieux et d'un niveau de sophistication, mais ça mène à cette accusation fédérale de meurtre, non? Oh, exactement. Et vous savez, il est courant que des organisations criminelles veuillent éviter les poursuites et les condamnations en éliminant les témoins qui pourraient apporter des preuves contre elles dans ces affaires. C'est l'une des accusations ici. Et vous savez, de façon inquiétante, cela pourrait ne pas être le dernier cas présumé d'intimidation de témoins, voire même de meurtre d'un témoin. À mesure que les acteurs de tout ce complot deviennent plus publics et que les cartels apprennent qui les dénoncent, on pourrait assister à encore plus de violence. En plus de cela, comme vous l'avez mentionné, il y a des crimes financiers présumés impliquant même des crypto-monnaies. Il va y avoir une trace documentaire. Il existe de nombreux types de crimes présumés impliqués dans cette vaste affaire de conspiration. Il est en fuite depuis 2015 et pendant près d'une décennie, il a échappé à la capture, apparemment protégé par le cartel de Sinaloa. Qu'est-ce qui rend cela difficile? Pourquoi? Comment cela est-il compliqué? Essayez de l'attraper, essayez de, vous savez, même s'il y a... Est-ce un échec de la coopération internationale? Y a-t-il des protections? Y a-t-il du commerce? Vous savez, il y a des choses spécifiques qu'ils doivent en faire. Parce que je pense que cela rend les choses très très difficiles. Même avec le gouvernement fédéral qui a augmenté la récompense à 15 millions de dollars pour toute information menant à sa capture, cela va quand même être une tâche énorme, n'est-ce pas? Oui, et pour beaucoup de ces personnes qui ont des informations, 15 millions, c'est énorme, mais pas forcément assez pour risquer leur vie. Vous savez, je crois qu'ils craignent vraiment que, vous savez, disons qu'ils voient Ryan au Mexique quelque part. Ils seront plus enclins à aller voir le gouvernement, à aller voir les autorités et certainement aller voir le gouvernement américain pour dire, oh oui, il est juste ici. Parce que vous savez, une semaine après ce moment-là, il pourrait s'être mis en grave danger. Donc, simplement, le localiser va être difficile. Et puis, s'il est hors du pays, il y a un processus d'extradition. Arrivé dans un pays comme le Vietnam, il n'y a pas d'extradition vers l'Amérique. Donc, ma crainte, c'est qu'il est probablement en train de faire des plans de voyage pendant que nous parlons s'il ne les a pas déjà effectués. Je détaillerai l'acte d'accusation pour connaître votre avis sur plusieurs points. Mais supposons qu'il soit capturé et supposons qu'il soit jugé pour une multitude de chefs d'accusation ici. Quel serait un résultat juridique réaliste pour lui? Parce que je suis curieux, quelle défense pourrait-il présenter dans d'autres affaires fédérales de trafic de drogue, où des barons de la drogue ou des présumés barons de la drogue ont été traduits en justice? Quelle défense, qui voyez-vous?
Et quels résultats juridiques réalistes en découleraient? Vous savez, si ces allégations sont prouvées lors du procès, il risque des décennies et des décennies de prison, probablement toute sa vie. Mais cela ne sera pas aussi facile que certains pourraient le penser. Vous savez, au sein de ces grandes organisations criminelles, il y a tellement de couches, il y a tellement de niveaux d'autorité. Et donc, vous savez, ils disent que Ryan Wedding a commandité un meurtre contre quelqu'un. Eh bien, comment pouvez-vous le prouver? Avez-vous des textos? Il ne l'a sûrement pas mis par email, il faut donc le relier à lui. Et ça va être difficile quand il y a d'autres personnes qui exécutent réellement ces prétendues instructions. Donc, vous savez, il va essayer de se dissocier de cette organisation et dire, regardez, tout ça, c'était les autres, faire ce genre de choses. J'étais pris entre deux feux. En plus, il pourrait aussi négocier avec le gouvernement. On ne sait jamais. Et laissez-moi vous demander ceci. Oh, vous voulez dire qu'il pourrait témoigner contre d'autres membres d'un cartel? Bien sûr, oui. Je veux dire, si vous regardez l'affaire Chapo Guzman, d'après ce que j'ai compris, il y avait un membre de la famille, c'était peut-être son fils ou quelque chose comme ça, qui a coopéré à un moment donné avec le gouvernement. Il ne serait donc pas surprenant que même des membres haut placés d'une organisation criminelle sophistiquée envisagent cette option. Si ces allégations sont vraies, c'est l'une des choses qu'il a retenues. Je ne sais pas si cela passerait inaperçu ou s'il pourrait recréer une telle organisation, si ces allégations sont vraies. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui est né, vous savez, dans un pays étranger, qui faisait partie d'une famille, d'un cartel. Depuis le début, il avait un tel. C'était un civil. Est-ce que c'est l'une des choses qui l'a peut-être aidé, encore une fois, si ces allégations sont vraies, à réussir quelque chose comme ça? Eh bien, mince, je veux dire, ce n'est pas le genre de personne à laquelle on pense immédiatement quand on imagine un soi-disant grand cartel de drogue meurtrier. Vous savez, il est un ancien Olympien. Et donc, peut-être qu'il y avait moins d'attention sur lui alors que cette prétendue entreprise criminelle grandissait et poursuivait ses activités. Et il a pu en quelque sorte passer sous le radar et éviter d'être détecté. Vous savez, ce n'est pas, du moins au début, il ne fréquentait pas des personnes qui étaient des criminels de carrière, ce genre de choses. Il semble qu'il y ait eu une sorte de tournant. Et je pense que le public regarde vraiment comment les choses ont évolué jusqu'à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Oui, l'ampleur même de ces allégations. Cela a exigé une réponse du plus haut niveau des forces de l'ordre américaines. C'est pourquoi, le 19 novembre, lors d'une conférence du département de la justice des États-Unis, vous avez vu cette réaction. La procureure générale Pam Bondi, qui a exposé les charges, a dressé le portrait d'une organisation criminelle qu'elle a qualifiée, je cite Oli, d'une des plus prolifiques et violentes au monde. Regardez. Aujourd'hui, le ministère de la Justice est fier d'annoncer de nouveaux développements dans notre enquête en cours sur Ryan James Marriage. Wedding est l'ancienne olympienne canadienne qui est maintenant à la tête d'une organisation criminelle transnationale. Elle est actuellement recherchée par le FBI et figure parmi les 10 personnes les plus recherchées. Elle contrôle l'une des organisations de trafic de drogue les plus prolifiques et violentes au monde. Elle est actuellement la plus grande distributrice de cocaïne au Canada. Wedding collabore étroitement avec le cartel de Sinaloa, une organisation terroriste étrangère, pour inonder non seulement les communautés américaines, mais aussi canadiennes de cocaïne provenant de Colombie. Son organisation est responsable de l'importation d'environ 60 tonnes métriques de cocaïne par an à Los Angeles via des semi-remorques venant du Mexique. Pour vous donner une idée, 60 tonnes métriques représentent environ 40, soit le poids de 40 voitures standards. Imaginez ça, c'est la quantité de cocaïne, le poids de 40 voitures qu'il fait entrer dans notre pays chaque année. Au cours de l'enquête, plus de 35 personnes ont été inculpées. Plus de 2000 kilos et de nombreuses armes ont été saisies. Environ 3,2 millions de dollars en crypto-monnaie ont été récupérés et plus de 13 millions en actifs physiques ont été confisqués. Wedding est aussi accusé d'avoir tué un témoin fédéral après son inculpation en 2024. Il a utilisé un site canadien appelé The Dirty News
pour publier des photos du témoin et de sa femme afin de le localiser, ce qui a finalement réussi. Le témoin a été abattu dans un restaurant à Medellín avant qu'il ne puisse témoigner contre Wedding. Et puis, il y a eu le directeur du FBI, Kash Patel, qui est remonté à la tribune et a fait une comparaison stupéfiante. Nous avons déjà évoqué ce sujet, plaçant Ryan Wedding parmi les barons de la drogue les plus célèbres de l'histoire. Ne vous y trompez pas, Ryan Wedding est une version moderne de Pablo Escobar. C'est une version moderne d'El Chapo Guzman. Ce ministère de la Justice et ce FBI travailleront avec nos homologues canadiens et les responsables gouvernementaux du monde entier pour le traduire en justice. Il est responsable de l'organisation d'un programme de narcotrafic et de narcoterrorisme, comme nous n'en avons pas vu depuis longtemps. Il n'échappera pas à la justice. Nous sommes ici aujourd'hui car ce ministère de la Justice, dirigé par le procureur général et son adjoint, l'a clairement indiqué au peuple américain. Avec les actes d'accusation, ils ont montré que les forces de l'ordre et des agences comme le FBI mèneront l'effort pour aller sur le terrain et s'assurer que ces criminels soient traduits en justice. C'est exactement ce que nous ferons. Et enfin, le représentant du bureau du procureur des États-Unis à Los Angeles, où l'affaire sera jugée, a adressé un message direct à Wedding et à toute son organisation. Vos jours sont comptés. Nos agents et procureurs vous traqueront sans relâche, ainsi que toute personne qui vous aide, et vous traduiront en justice, pas n'importe où. Nous allons vous traduire en justice aux États-Unis d'Amérique. Et je voudrais juste ajouter quelques mots ici. Monsieur Wedding est le trafiquant de cocaïne le plus prolifique du Canada, mais il a utilisé le sud de la Californie, mon district, comme centre logistique pour acheminer la cocaïne. La raison pour laquelle il a choisi la Californie, c'est à cause des lois laxistes de la Californie en matière de criminalité. Il savait que s'il se faisait attraper avec de la cocaïne en Californie, il n'aurait probablement pas une grosse peine. Mais ils ont fait une grosse erreur de calcul. Ils n'ont pas pensé à nous. Le département de la justice, le procureur général Bondi et cette administration agiraient contre ceux qui utilisent les États-Unis pour faire passer leur drogue. Et il sera traduit en justice. J'en suis convaincu. Eric, en entendant ces déclarations, qu'est-ce qui te frappe? Il est clair que l'administration Trump a eu pour objectif de s'attaquer au trafic de drogue, en particulier au trafic international de drogue, lorsque la source se trouve en dehors de notre pays. Vous savez, vous avez entendu le procureur fédéral faire un commentaire sur les lois californiennes sur la drogue. Donc, il y a certaines implications politiques ici qui, selon moi, motivent cette poursuite. Mais ils ont le droit de poursuivre les trafiquants, c'est leur travail. Et donc, il semble qu'ils vont le faire avec zèle et ferveur. Et cela va être quelque chose qui va continuer à s'intensifier au sein du système judiciaire. Et je serais curieux de voir comment cela va se dérouler. Oui, parle-moi vite. Parce que avant d'aborder l'acte d'accusation, le procureur américain a dit qu'ils allaient le traduire en justice aux États-Unis. Mais s'il est protégé à l'étranger, comment fonctionne exactement une capture comme celle-ci? Est-ce une reddition négociée? Est-ce un raid? Est-ce que les autorités étrangères interviennent? Qu'est-ce qu'on regarde exactement ici? Je n'imagine pas Ryan Wedding agiter le drapeau blanc et dire « Hé, je suis ici. Viens, venez me chercher. » Je pense que ce que le gouvernement fédéral va devoir faire, c'est travailler main dans la main avec ses homologues internationaux dans les forces de l'ordre pour essayer d'identifier où il se trouve, puis procéder à une arrestation. Même s'il le localise, comme vous l'avez dit, il sera probablement protégé par les communautés là-bas. En Amérique, on imagine le FBI faire une descente dans une planque ou autre chose du genre. Mais dans d'autres pays, comme le Mexique, ce n'est pas aussi simple ni facile. Et cela pourrait être exponentiellement dangereux d'essayer de l'appréhender et de le ramener dans ce pays pour le poursuivre en justice. Avant de passer à l'acte d'accusation, quelle est l'utilité d'inculper avant l'arrestation? Vous savez, je pense à plusieurs choses. D'abord, il y a évidemment des accusations en cours. Cela a été rendu public. Et vous savez, nous faisons cette émission à ce sujet. Donc, cela augmente la sensibilisation du public et les gens vont commencer à voir ces choses et peut-être le remarquer. Je pense que cela aidera peut-être à l'arrestation. Cela leur permet également d'appréhender d'autres présumés complices et de commencer à travailler sur leur dossier. Commencer à essayer de les retourner comme témoins pendant qu'ils essaient encore de retrouver Wedding. Donc, une fois qu'ils l'auront attrapé, s'ils y arrivent, ils seront déjà en bonne position, bien préparés pour aller de l'avant avec les poursuites. À ce moment-là,
Je souhaite discuter de l'acte d'accusation. Ce document volumineux contient des détails illustrant l'ampleur et la brutalité présumée de cette organisation. L'acte d'accusation détaille encore un ordre de meurtre présumé de novembre 2023. Wedding et son adjoint auraient ordonné de tuer un chauffeur taxi parisien complice 1 qu'ils pensaient avoir volé 300 kg de cocaïne à leur organisation. Le document évoque ensuite le résultat tragique. En novembre 2023, des membres de cette conspiration ont pénétré illégalement dans une location. Et je cite, « Ils ont tiré et tué les victimes B et C et ont tiré et blessé la victime D, croyant à tort qu'ils étaient des membres de la famille de complice 1. » Eric, je veux dire, c'est intéressant, non? Parce que comment peut-on accuser Wedding d'un meurtre où il aurait visé les mauvaises personnes? Comment cela impacte-t-il l'affaire en soi quand vous essayez de prouver quelque chose comme ça? Bien sûr, il existe un concept en droit appelé JESSI, appelé intention transférée, ce qui signifie essentiellement que si vous aviez l'intention de tuer la personne A et que vous étiez dans une erreur et que vous avez tué la personne B, cela ne vous absout évidemment pas du meurtre. Donc, le fait que les tireurs se soient apparemment trompés ne protège en rien les co-conspirateurs, y compris Wedding. Mais cela étant dit, ils vont devoir prouver que ces ordres venaient de Wedding et que ce n'était pas simplement un autre type de conflit intracartel ou intercartel. Cela a causé un bain de sang, ce qu'on voit souvent. Lier ça à Wedding sera difficile. Ont-ils des textos? Ont-ils des emails? Probablement pas. Je veux maintenant évoquer le meurtre du témoin, point central du nouvel acte d'accusation, document d'une grande précision. Il allègue qu'après son acte d'accusation de 2024, l'avocat de Wedding lui-même l'aurait conseillé. Et je cite ici, « Si la victime A était tuée, les charges retenues contre eux et les procédures d'extradition connexes seraient nécessairement abandonnées. » D'accord, maintenant, Eric, recevoir ce genre de conseil de qui que ce soit, mais prétendument de l'avocat. Enfin, mon Dieu, qu'en penses-tu? Tu sais, il existe des règles déontologiques qui interdisent aux avocats en Amérique de conseiller à un client de commettre un acte criminel. On dirait que l'avocat a soigneusement choisi ces mots et a dit hypothétiquement si cette personne était tuée. Mais je pense qu'on peut tous lire entre les lignes ici. Et en fait, cet avocat, surnommé dans certains rapports comme l'avocat de la cocaïne, est mentionné dans l'acte d'accusation. Et vous savez, en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas être matériellement impliqué d'une quelconque manière, même si cela consiste simplement à donner des conseils juridiques à des criminels sur la façon de commettre des crimes. Ce n'est pas possible. Oui, et ensuite, l'acte d'accusation décrit la traque glaçante et méthodique de ce témoin. Il affirme que Wedding a mis une prime sur la tête du témoin et a sollicité de l'aide, notamment via ce site canadien. Et il allègue qu'un complice a payé l'opérateur du site, je cite, environ 10 000 $ canadiens. Pas pour publier au sujet de l'accusé Wedding et Clark, mais plutôt pour publier au sujet de la victime A, afin que les membres et associés de l'organisation puissent localiser et tuer la victime A. C'est très, très précis ici. Que pensez-vous de cet aspect de l'affaire? Oui, eh bien, comme vous l'avez dit, c'est en quelque sorte un geste audacieux de faire quelque chose d'aussi public qui peut être simplement accessible sur Internet. Cela pourrait désigner le meurtre d'une personne. Et vous savez, c'est en quelque sorte mettre une prime publique. Vous savez, on pense au Far West où c'était. Vous savez, vous voyez quelque chose sur un poteau et c'est un morceau de papier qui dit « recherché mort ou vif » pour quelqu'un. C'est essentiellement la même chose, mais dans un contexte criminel en 2025. Et donc, vous savez, bien sûr, cela pourrait montrer une intention, cela pourrait montrer un objectif conscient de la part de la personne qui initie tout cela. Et bien sûr, la personne qui a payé pour cela l'a fait pour une raison. Et maintenant, nous avons ce résultat. Et enfin, l'acte d'accusation décrit cet assassinat de manière très crue, de façon très clinique, car le 31 janvier 2025, à Medellín, il est indiqué, citation LNU2, est entré dans le restaurant, s'est approché de la table où la victime a mangé et a tiré environ 5 fois dans la tête de la victime A, tuant la victime A. Il est ensuite allégué qu'immédiatement après le meurtre, Wedding lui-même a envoyé une photographie du cadavre de la victime à son complice. Maintenant, Eric, encore une fois, si nous parlons ici d'une défense potentielle et que nous essayons par tous les moyens de nous assurer qu'il n'est pas lié à cela, c'est là que ça devient très précis. Cela montre que les autorités fédérales collaborent peut-être avec les forces locales
pour obtenir ces informations. Ouais. Mais cela pourrait être un défi pour lui, n'est-ce pas? Cela pourrait être un défi pour lui de se démarquer de quelque chose comme ça. Oh là là, pourquoi avoir une photo d'un cadavre sur son téléphone et l'envoyer à des gens? Surtout lorsque l'accusation est que tu étais directement lié à cela et que tu l'as ordonné. Et c'est vrai, et c'est un peu une erreur d'amateur, ce qui semble curieux, étant donné à quel point l'organisation paraissait sophistiquée par ailleurs. Et donc, tu sais, à notre époque moderne, ces appareils numériques peuvent être une véritable mine de preuves et peuvent être profondément incriminants. Et certainement, cette allégation, si elle est vraie, est... Parle-moi. Réalistement, avant de conclure, à quoi ressemblerait vraiment un procès? Est-ce que tout le monde serait jugé ensemble? Est-ce qu'il y aurait plusieurs procès? Je veux dire, à quoi exactement devrions-nous nous attendre? Oui, tu sais, je pense que le gouvernement fédéral et les tribunaux ont différentes options ici. Il ne serait pas inhabituel de séparer certaines affaires, de séparer certains procès. Tu sais, on n'aura pas un procès avec des dizaines d'accusés qui va durer 1 an ou 2 ans. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui arrive habituellement, c'est que beaucoup de ces accusés plaident coupables ne sont pas retrouvés, ou Dieu nous en préserve, meurent, ou quelque chose comme ça. Et donc, les choses vont généralement se réduire, en fin de compte, à la direction de l'organisation. Et c'est à ce moment-là que l'affaire devient centrale et passe en procès. Cela peut toujours impliquer plusieurs accusés, mais ce ne sera pas tout le monde mentionné dans cet acte d'accusation. Cela culminera à mesure que les procédures judiciaires avanceront devant les tribunaux. Éric Fatis, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie vraiment. Quelle affaire! C'est un plaisir d'être avec vous. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.